À l'université d'Abidjan, l'excellence a un prix terrible. Quand Imani, l'étudiante la plus brillante de sa génération, perd inexplicablement son génie en pleine présentation, la bibliothèque de l'université d'Abidjan sentait le papier ancien et la pluie qui n'était pas encore tombée. La chaleur humide, une présence presque solide, collait les pages des livres entre elles et faisait perler la sueur sur les fronts des étudiants penchés sur leurs notes. Yanis n'avait pas tourné la page de son cours de sociologie depuis 20 minutes. Son regard revenait sans cesse à sa sœur, de l'autre côté de la table en bois sombre. Il observait le pli concentré entre les sourcils d'Imani, la façon dont ses doigts glissaient sur la surface lisse de sa tablette avec une assurance qui lui semblait venir d'un autre monde. Il ne la jalousait pas. Il la surveillait, comme on regarde un phare dans la brume, pour être certain qu'il est toujours là, pour ne pas se perdre soi-même. « Ça avance ?» murmura-t-il plus pour briser le silence chargé d'électricité studieuse que par réelle curiosité. Imani releva la tête et Yanis vit immédiatement cette lueur dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de l'intelligence, c'était une fièvre créatrice, une flamme si vive qu'elle l'émerveillait autant qu'elle l'inquiétait. « Plus que ça, » répondit-elle, sa voix basse vibrant d'une excitation contenue. « Je suis retournée aux sources. J'ai relu les travaux de Königsberger sur l'urbanisme en climat tropical, mais en les appliquant spécifiquement à la ventilation d'Abidjan. Regarde !» Elle fit pivoter la tablette. Des courants d'air bleu et rouge s'animaient en 3D autour d'un dôme translucide, un ballet complexe et magnifique. Tout le monde se trompe en essayant de copier les modèles occidentaux. Mais ici, si on inverse les couloirs de ventilation pour créer une trompe d'air passive en utilisant la convection naturelle, 40%. 40% d'économie d'énergie. C'est ça la clé. « Tu vas les enterrer demain, » dit Yanis avec une conviction absolue. « Je vais les enterrer, » répéta-t-elle. Il y entendit une nuance nouvelle dans sa voix. Ce n'était pas de la fierté, mais la certitude froide et tranquille de quelqu'un qui sait détenir une vérité. Elle marqua une pause, son sourire s'effaçant une seconde. « C'est juste... j'ai fait un rêve bizarre cette nuit, vraiment bizarre. Quelqu'un lisait par-dessus mon épaule. Je sentais son souffle dans mon cou, mais quand je me retournais, il n'y avait personne. J'ai eu froid, un froid anormal. » Elle haussa les épaules comme pour chasser une mouche invisible et se replongea dans ses schémas. Mais Yanis, lui, gardait l'image en tête, le souffle dans le cou. En sortant, la moiteur du soir leur sauta au visage. Ils traversèrent le hall du département d'architecture dont les murs étaient couverts de maquettes et de plans. Une affiche déchirée sur un panneau de liège attira son œil. En grosses lettres rouges, le mot « annulé » barrait le visage d'une femme au regard sévère et intelligent. Le titre de la conférence promettait « Syncrétisme et psychoénergie, une relecture des traditions akanes ». Et en dessous, un nom, Dr Lena Diop. Dommage, pensa Yanis, ça avait l'air intéressant. Il l'oublia aussitôt, son esprit déjà tourné vers le débat du demain. L'amphithéâtre était une fournaise. Les ventilateurs de plafond ne faisaient que brasser l'air lourd chargé de l'odeur de centaines de corps qui transpiraient l'excitation et l'appréhension. Yanis s'installa au 3e rang, sentant sa chemise lui coller au dos. Sur scène, Imani ajustait sa présentation sur le pupitre, calme et concentré. Le micro cracha, puis la voix du modérateur s'éleva. « Accueillons maintenant, pour la faculté d'architecture, mademoiselle Imani Kouadio. » Elle commença sans notes. Ses mains dessinaient dans l'air les courbes et les angles de sa vision. Sa voix, claire et lumineuse, déroulait une argumentation implacable, tissant ensemble l'histoire, la climatologie et une innovation audacieuse. Yanis voyait les têtes dans le public s'incliner. Les stylos se figeaient au-dessus des carnets. Il sentit la fierté gonfler sa poitrine, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température de la salle. Puis, il vit le changement. Ce ne fut pas une hésitation, un simple trou de mémoire. Ce fut une coupure nette, un blackout. Le pli concentré entre ses sourcils s'effaça, laissant place à une expression de confusion vide. Ses mains, qui dansaient une seconde plus tôt, retombèrent mollement le long de son corps. « Le système ?» commença-t-elle, sa voix soudainement incertaine. Et puis rien. Elle fixa l'écran de sa présentation comme s'il affichait une langue étrangère, les schémas qu'elle avait conçus avec tant de passion devenus d'incompréhensibles gribouillis. Dans la première rangée, une silhouette se redressa, Marcus Cissé. Yanis ne l'avait pas vu entrer. Sa veste bleu nuit était taillée à la perfection, sobre, aucun symbole visible.
Il n'arborait pas son sourire charismatique habituel. Il observait, immobile, avec une intensité presque prédatrice. « Mademoiselle Quadio ?» Le modérateur se pencha vers son micro, son embarras palpable dans le silence qui s'était abattu sur la salle. Imani cligna des yeux, comme si elle sortait d'une transe. « Pardon, je ne me souviens plus. » Un murmure désolé parcourut l'assemblée. Yanis sentit ses paumes brûler. Ce n'était pas le trac. Il avait vu sa sœur stressée, angoissée, mais jamais, jamais vide. C'était autre chose. Il le sentait. Comme un courant d'air glacial qui venait de traverser la salle surchauffée, laissant tout le monde indemne, sauf elle. Marcus se leva. « Si vous permettez, » dit-il, d'une voix douce, presque compatissante, qui n'atteignit pas ses yeux. Le modérateur hocha de la tête, visiblement soulagé de trouver une issue à ce malaise. Marcus ne monta pas sur scène. Il resta dans l'allée, baigné par la lumière d'un projecteur. Il eut une fraction de seconde, un instant suspendu, où son regard croisa celui d'Imani. Yanis y vit non pas de la pitié, mais quelque chose de bien pire. Une évaluation froide, comme un artisan qui jauge la qualité d'un matériau. Puis, Marcus se tourna vers le public. Il ne suffit pas de penser en termes de structure, et le sang de Yanis se glaça dans ses veines. Ce n'était pas une idée similaire, c'étaient les mêmes mots, la même cadence, la même intonation. Qu'elle avait utilisé la veille, à la bibliothèque. Il faut envisager une symbiose architecturale, créer une trompe d'air passive en utilisant les couloirs de ventilation du dôme. On parle d'une réduction énergétique de 40%. L'ovation fut immédiate, assourdissante. Mais Yanis n'entendait plus que le battement sourd de son propre sang dans ses tempes. Sur scène, Imani ne pleurait pas, elle était figée, les yeux rivés sur Marcus avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Celle de quelqu'un qui vient de se faire dérober une partie de son âme et qui ne comprend même pas comment le vol a eu lieu. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers silencieuse. La lumière dans les yeux d'Imani s'était éteinte. Elle ne lisait plus, ne dessinait plus. Yanis, qui a trouvé le plus souvent assise sur son lit, les rideaux tirés en pleine journée, le regard fixé sur le mur, vidé. Le silence dans leur petit appartement était devenu assourdissant. Une nuit, il fut réveillé par des sanglots étouffés. Il se leva et colla son oreille à sa porte. Il l'entendit murmurer dans un demi-sommeil agité. « Arrête de fouiller. Sors de ma tête. Arrête !» Le médecin du campus, un homme bienveillant mais débordé, parla de burn-out sévère, prescrivit du repos et des vitamines. Yanis hocha la tête, mais il n'y crut pas une seconde. Un soir, après une autre journée de silence, il entra dans sa chambre et s'assit au bord de son lit. Il ne lui apporta pas de nourriture cette fois, il attendit simplement. Finalement, elle tourna lentement la tête vers lui. « Dis-moi, » dit-il doucement, « pas ce que le médecin pense, pas ce que je devrais entendre. Dis-moi ce que tu ressens. » Elle prit une inspiration tremblante. « C'est vide, Yanis. » Sa voix était un filet d'air. « Tu te souviens de ce que grand-mère nous racontait sur les tanlés, les symboles qui boivent la lumière des gens? C'est ça que je ressens, comme si on m'avait bu. » Le mot « tanlé », il fit jaillir un souvenir enfoui, une image nette de sa grand-mère assise sur le perron de la maison du village, traçant des symboles dans la poussière avec un bâton. Elle nous expliquait que chaque esprit avait son propre éclat, sa propre lumière, et que certains sorciers connaissaient les symboles pour la voler. Une histoire pour faire peur aux enfants, une superstition. Mais en regardant le visage creusé de sa sœur, ce n'était plus une histoire, c'était une piste. Le soir même, il monta au grenier. Dans une vieille malle en fer qui sentait le camphre et le thym, il trouva le journal de sa grand-mère, un carnet épais, relié en cuir, dont les pages étaient douces sous ses doigts. L'espoir le submergea. Il ouvrit à la lueur d'une ampoule nue. Le désespoir le frappa aussitôt. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine et élégante, mais dans le baoulé ancien de son village, une langue dont il ne connaissait que les bribes de conversation, pas les subtilités littéraires et mystiques. Il passa 2 nuits entières à se battre avec le texte, un vieux dictionnaire baoulé français sur les genoux, son ordinateur portable affichant des traducteurs en ligne qui lui renvoyaient des phrases absurdes. Il avançait à l'aveugle, comme un archéologue dans le noir, reconnaissant des mots isolés qui le faisaient frissonner. Éclat, lien, encre, symbole. Il avait l'impression de tenir la clé d'une serrure dont il ne comprenait pas le mécanisme. Puis, au bout de la 3e nuit,
Épuisé, les yeux brûlants, il déchiffra une phrase griffonnée dans la marge du dernier passage, une note presque effacée. Et cette fois, il lut le nom sans effort. Léna Diop. Le lendemain matin, il était au service de la scolarité. L'air conditionné lui parut glacial, agressif. Une employée au visage las leva à peine les yeux de son écran. « Bonjour, je cherche à contacter le docteur Léna Diop », dit Yanis, essayant de garder sa voix neutre. « Elle n'enseigne plus ici », répondit la femme d'un ton monocorde, le cliquetis de son clavier ne s'interrompant même pas. « Oui, je sais, mais j'aurais besoin d'un moyen de la joindre, c'est très important, s'il vous plaît. » Les informations sur les anciens employés sont confidentielles. Le mot tomba comme une lame de guillotine. « S'il vous plaît », insista Yanis, sentant le désespoir monter. « C'est une affaire de famille. Ma grand-mère la connaissait. » La femme soupira, un soupir d'agacement qui disait tout le poids de la bureaucratie du monde. Elle tapa quelques touches par pure formalité. « Je n'ai rien, son dossier est classé. Archive morte, je ne peux pas vous aider. » Elle retourna à son écran. La conversation était terminée. Yanis sortit dans le couloir bondé, le bruit des conversations et des rires des autres étudiants résonnant autour de lui comme une langue étrangère. Il avait le problème, il avait le début d'une explication, il avait un nom, mais la porte venait de se refermer brutalement devant lui. Il était seul, complètement seul. Yanis resta planté dans le couloir bondé, le bruit des conversations et des rires des autres étudiants se brisant sur le mur de son silence. Seul. Le mot résonnait dans sa patte comme une sentence. La bureaucratie avait rendu son verdict, classant son espoir dans ses archives mortes. La frustration menaçait de le submerger, une vague chaude de désespoir, mais elle se mua en une colère froide et déterminée. Si les portes officielles se fermaient, il passerait par les fissures. Il n'était pas un historien, il était un sociologue. Il savait que les gens, et surtout les universitaires, laissaient des traces bien plus profondes que des dossiers administratifs. Il laissait des traces dans le savoir qu'il produisait. Il retourna à la bibliothèque, mais cette fois, il descendit au sous-sol, dans les archives. L'air y était frais, sentait le papier en décomposition, un parfum doux et mélancolique. Il passa des heures à éplucher les anciens catalogues, les revues académiques oubliées dont les pages craquaient sous ses doigts. La plupart des recherches étaient d'une banalité affligeante. Mais il persista, animé par l'image du regard vide de sa sœur. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait. Une publication de 1998 dans un journal d'anthropologie à faible tirage, presque un fanzine pour spécialistes. Un article intitulé « Le Tanlé comme psychogramme, symbole ou agent ». L'auteur était le docteur Léna Diop. Dans la courte biographie en bas de page, une seule phrase retint son attention. Elle contribue également aux travaux bénévoles de la Fondation Kedje pour la préservation du patrimoine oral des peuples lagunaires. Une recherche rapide sur son téléphone lui apprit que la fondation était un petit centre culturel obscur à 1 heure de route d'Abidjan, en bordure de la lagune. C'était une piste mince, presque invisible, mais c'était la seule qu'il avait. Le lendemain, il emprunta le scooter d'un ami. La route était longue, le bitume laissant place à un chemin de terre rouge qui serpentait entre les palmiers. La maison du docteur Diop était isolée, plus un refuge qu'une habitation. Les murs croulaient sous le poids des bougainvilliers et les fenêtres semblaient être des yeux méfiants, observant les environs. Yanis frappa à la porte en bois massif. La femme qui ouvrit correspondait à la photo de l'affiche, mais ses yeux étaient plus durs, cernés par des années de solitude et de combat intellectuel. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix sèche et sans chaleur. « Docteur Diop, je suis Yanis Quadio. J'ai besoin de votre aide. » « Je ne suis plus docteur pour personne, et je n'aide pas les étudiants. Ils sont la raison pour laquelle je suis ici. » Elle commença à refermer la porte. « Attendez !» cria Yanis, bloquant la porte avec son pied. « S'il vous plaît, c'est à propos des Tanlé et de l'éclat. » Son expression se durcit encore plus, se transformant en un masque de pur agacement. « Les délires d'un esprit surchauffé par les examens. J'ai déjà perdu ma carrière et ma réputation à cause de ces délires. Laissez-moi tranquille. » Désespéré, Yanis sortit le journal de sa grand-mère de son sac. « Ma grand-mère s'appelait Adja Quadio. Elle a écrit ça. Elle a écrit votre nom. » Au nom d'Adja, Léna s'immobilisa. Son regard se fixa sur le carnet en cuir usé, un objet d'un autre temps. Lentement, comme si elle craignait d'être brûlée, elle tendit la main et le prit. Elle l'ouvrit, reconnut l'écriture,
ses doigts suivant une ligne de texte en baoulait avec une familiarité douloureuse. Un long silence s'installa, seulement troublé par le chant des insectes au dehors. « Adja » murmura-t-elle, et sa voix était soudainement plus douce. Elle leva les yeux vers Yanis, et pour la première fois, la muraille de cynisme se fissura. « Entrez. » Les jours et les nuits qui suivirent se confondirent dans une urgence fiévreuse. Il travaillait à la lueur d'une lampe, l'odeur du café fort se mêlant à celle des vieux livres. Léna traduisait le baoulé ancien, sa voix donnant vie aux mots de la grand-mère de Yanis, non pas comme une universitaire, mais comme une disciple retrouvant les enseignements de son maître. « Ce n'est pas de la magie comme dans les contes », expliqua-t-elle un soir, son doigt pointé sur un passage complexe. « L'éclat, ce n'est pas une idée, c'est la capacité à en avoir. C'est l'étincelle avant le feu. Ta grand-mère le décrit comme un muscle de l'âme. Et les djis, ils ont appris à l'arracher. » Ensemble, ils déchiffrèrent le mécanisme. Les bagues, gravées dans tannelets de captation, n'étaient pas que des symboles d'appartenance. C'étaient des ancres spirituelles. « Voilà leur secret, » dit Léna, son visage grave à la lueur de la lampe. « Ils ne créent rien. Ils prennent l'énergie brute, le potentiel pur des autres, et le stabilisent dans ces ancres pour pouvoir s'en nourrir, s'en vêtir. C'est du vampirisme intellectuel. » Poussé par une note dans le journal sur les récoltes passées, Yanis retourna aux archives de la ville. Il ne cherchait plus de professeurs, mais des morts. Et il les trouva. Des coupures de journaux locaux des 20 dernières années sur des microfiches qui sentaient le vinaigre. Un étudiant prodige en mathématiques met fin à ses jours. La chute inexpliquée d'une future avocate retrouvée errante. Toujours les meilleurs. Toujours des dépressions soudaines et foudroyantes. Et toujours, dans les photos de groupe de l'époque, en arrière-plan, on apercevait des membres de l'Aegis, l'air triomphant. Il montra les articles à Léna. Elle devint blanche. Ce n'est pas juste un cercle d'étudiants, c'est une lignée. Ils se transmettent ce savoir prédateur depuis des générations. C'est alors qu'ils trouvèrent la solution, dans les toutes dernières pages du journal, écrites d'une main plus tremblante. Un contre-rituel. Pas une attaque frontale, une surcharge. « Ta grand-mère était brillante, » dit Léna, avec une admiration renouvelée. « Ils utilisent une clé pour verrouiller les esprits. Nous allons utiliser la même serrure pour leur envoyer le courant, pour faire sauter le disjoncteur. » Le plan était d'une simplicité terrifiante. Il devait surcharger l'encre principale, celle de Marcus, lors du gala de l'excellence. Un éclat d'obsidienne, une pierre neutre, gravée du tannelet de la rupture, un symbole de retour à l'envoyeur. Un simple contact et le réseau s'effondrerait sur lui-même. Le soir du gala, la salle de réception scintillait d'une fausse joie, une mer de sourires et de verres de champagne. Yanis, en uniforme de bénévole, se déplaçait entre les tables, le cœur battant à grands coups contre ses côtes. Dans sa poche, l'éclat d'obsidienne était froid comme un morceau de nuit. Marcus était au centre de tout, rayonnant, sa présence magnétique aspirant la lumière de la pièce. Le moment arriva. Le doyen annonça le nom de Marcus Cissé pour le prix de l'étudiant de l'année. Alors que Marcus se levait sous les applaudissements, Léna, assise au fond de la salle, se leva à son tour. « Monsieur le doyen, une motion de procédure, je vous prie. Le comité a bien respecté l'article 4 du règlement interne concernant les conflits d'intérêts ?» Pendant que toute l'attention était détournée vers cette femme inconnue, qui osa interrompre la cérémonie, Yanis se mit en mouvement. Il se positionna près du petit escalier menant à la scène. Au moment où Marcus posa le pied sur la deuxième marche, Yanis fit semblant de trébucher. Sa main, sortant de sa poche, effleura la bague de Marcus en un contact fugace. Froid contre métal. Le contact ne dura qu'une fraction de seconde, un secret partagé entre deux seuls, même si Marcus ne le sut jamais. Marcus arriva au pupitre, son sourire parfait vissé aux lèvres. Il ouvrit la bouche. Et rien. Le vide absolu se peignit sur son visage. Au même instant, sa bague devint terne, comme une pierre ordinaire. Une fine fissure la parcourut. À travers la salle, les membres de l'AEJ se figèrent. Leurs sourires s'évanouirent. Leur éclat volé, ce manteau de confiance et d'intelligence qui n'était pas le leur, les quittait dans une hémorragie invisible, les laissant nus et désemparés. Dans la cohue qui s'ensuivit, Yanis s'éclipsa. Il marchait dans la nuit chaude d'Abidjan, l'air enfin respirable. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message. D'Imani. Un seul mot. Yanis ? Il s'arrêta au milieu du trottoir. Il leva la tête vers le ciel étoilé. Il respira. Il respira pour la première fois depuis des semaines.
Sa sœur était revenue.